Bonnes gens de partout à travers le monde, je vous rends hommage. Plus que ça, je félicite votre courage d'avoir entrepris ce long et très périlleux voyage qui vous a mené jusqu'ici, dans cette ville que j'ai fondée il y a maintenant 400 ans, la ville de Québec. Good people from all around the world, I pay tribute. More than that, I congratulate your courage for undertaking this great journey that led you here in this city that I founded 400 years ago, Quebec City. Here I come this morning, introducing myself, Samuel de Champlain. And not Jacques Cartier. Someone called me Jacques ce matin. A great lady called me Sieur de la Violette. Et je suis effectivement Samuel de Champlain. Voilà qui est fait. Quebec City celebrated its 400th anniversary, and I hope you'll take some time to go around in this great city and find out what it's all about. Of course, everybody speaks French, as you already know, but you'll be able to see that everybody's really kind and will speak English as well if you do ask them some information about this great city of Quebec. So welcome, and I really, really wish that you enjoy your stay with us in Quebec City. Mesdames, Messieurs, j'aimerais vous présenter un ami, un grand ami personnel. Je l'ai rencontré il y a 1 minute. Ainsi donc, mesdames, messieurs, nous sommes heureux de vous présenter M. Conrad Boychuk, principal de la firme d'architectes PBK, membre du groupe Genivard. Et nous aimerions le remercier tout d'abord de son implication en tant que commanditaire officiel de cet événement de ce matin, mais également le remercier de son implication personnelle à ce congrès à titre de conférencier, de chef d'atelier, et souligner son implication continuelle à titre de membre du conseil d'administration de l'Association canadienne des parcs et loisirs. Ladies and gentlemen, it's my great honor to introduce for you Mr. Conrad Boychuk is the principal of PBK Architects, member of Genivard, and we want to thank him for his participation to this Congress as sponsor of this morning event, as chair of session presenter, and for his continuing role as board member for the CPRA. Mesdames, Messieurs, please welcome on stage Monsieur Conrad Boychuk. Nous sommes de grands amis maintenant. Mesdames, Messieurs, voici donc votre président de session de ce matin. Il est professeur émérite du département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Is professor with emeritus status of the Studies in Leisure, Culture and Tourism at the Université du Québec à Trois-Rivières. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, Monsieur Gilles Pronovo. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Donc, ce matin, le thème, c'est dans quelle mesure, dans un contexte de mondialisation, d'universalité, mais aussi de quête de sens, de recherche d'identité, de construction des communautés globales et locales, dans quelle mesure le loisir peut-il participer à ce processus à la fois de globalisation et de construction des identités personnelles et sociales. Pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter 2 conférenciers et 3 panélistes. En premier lieu, j'inviterai M. Gaëtan Morancy, qui est vice-président citoyenneté du Cirque du Soleil de Montréal. M. Morancy.
Nous aurons également comme conférencier M. Scott Aldan, qui est président et directeur général du YMCA du Grand Toronto, qui, comme vous savez, c'est un organisme quand même assez important en termes de développement des solidarités et des identités et le développement des liens sociaux dans les communautés locales. Monsieur Aldan. Comme panéliste, nous avons le privilège d'avoir Mme Danielle-Claude Chartré, qui est sous-ministre adjointe à l'action territoriale. Et j'ai compris que l'action territoriale, c'est non seulement les régions, mais c'est aussi les relations Canada-Québec et c'est un peu l'international. Donc, c'est un territoire très vaste qu'elle couvre. Donc, elle est sous-ministre adjointe à l'action territoriale au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Madame Chartré. Voilà. Nous aurons également le plaisir d'entendre Chris Rojek, qui est un professeur de sociologie à l'Université de West London. Chris Rojek, qui est un sociologue très critique des sciences du loisir. Par exemple, son premier ouvrage s'intitulait « Capitalism and Leisure Theory », rien de moins, les loisirs comme mode de production des sociétés capitalistes. Et plus récemment, il a écrit un ouvrage assez important, à mon avis, qui s'appelle en anglais « Leisure Theory, Principles and Practices », où il tente un peu de voir dans quelle mesure le loisir peut contribuer au développement de l'action citoyenne, de l'action bénévole et même de l'action politique. Chris Rojek, s'il vous plaît. Et enfin, comme on dit toujours, le dernier mais non le moindre, nous aurons le plaisir d'entendre M. Norberto Tonini, qui est président du Bureau international du tourisme social. M. Tonini est diplômé de l'Université de Trieste et présentement, donc, il occupe ses fonctions depuis l'année 2000. M. Tonini. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas laisser durer le plaisir, j'invite M. Morancy à venir à prendre la parole. Bonjour, good morning. I'll do my conference in French, but maybe a few words in English for a startup. There's no good or bad time for identity or solidarity, but one thing is sure is that it doesn't happen at this time in the morning at Cirque du Soleil. Unless we spend the night up together. My doctor doesn't want me to do any acrobatics anymore, so to put ourselves in the ambiance of cirque, we'll use technology. Alors, un peu de cirque sur vidéo. Merci.
Merci, thank you. Ce matin, je suis venu un peu partager, bien humblement d'ailleurs, 17 ans dans le fond d'expérience au Cirque du Soleil. Je suis arrivé au Cirque au début 92, où finalement cohabitent 45 différentes nationalités qui parlent 25 langues différentes. Donc vraiment, quand on parle de diversité, on vit ça au quotidien. Contrairement aux entreprises multinationales en général, où il y a des usines dans différents pays, et par exemple, si on travaille au Mexique, il y a des Mexicains dans l'usine, si on travaille en Pologne, il y a des Polonais dans l'usine, nous, ces gens-là, travaillent ensemble à créer des spectacles et à tourner. Donc, non seulement ils travaillent ensemble, mais ils vivent ensemble. Donc, on a eu quelques expériences à propos d'identité, de pluralité, évidemment, et de la solidarité qui est possible de dégager là-dedans. L'autre inspiration pour mes propos de ce matin, c'est l'ATU, la Cité des arts du cirque à Montréal, dont je suis le président fondateur, et qui s'est donné comme mission, oui, de développer les arts du cirque, mais de le faire dans un contexte communautaire, c'est-à-dire à Saint-Michel, où vivent une soixantaine de communautés ethniques différentes et où on s'est donné comme défi de vraiment créer des liens et de développer une approche inclusive avec les gens du quartier. Donc ça, il y a sûrement plusieurs éléments qui ressemblent aux loisirs. Je ne suis pas un spécialiste en loisirs, mais les arts et la culture prennent une grande partie des temps de loisirs. Je pense que les loisirs, les arts, c'est quelque chose qui est très près. On travaille d'ailleurs, j'ai hésité avant de venir vous parler, parce que vous êtes tous nos compétiteurs. Mais les enjeux, de toute façon, d'identité et de pluralité sont des enjeux qui sont vécus dans tous les secteurs de notre société. Hier, j'étais à un colloque à Montréal sur la gouvernance culturelle et un des enjeux majeurs, dans le fond, c'est l'inclusion des communautés ethniques, c'est surtout quand on parle d'une ville comme Montréal, mais c'est le fait de toutes les grandes villes modernes. Alors, et demain, il y a une rencontre internationale qui commence au Cirque du Soleil sur les arts et le changement social. Et encore là, les questions d'identité, de pluralité et de solidarité sont en haut de l'agenda. Pour l'avoir vécu, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu artistique. Pour l'avoir vécu dans le milieu des arts, mon intuition, c'est que le milieu des loisirs a le même potentiel en termes de créer des ponts incroyables entre des identités plurielles dans une espèce de vivre ensemble solidaire. Ensuite, on découvre rapidement, et le Cirque du Soleil le démontre amplement, que la diversité, ça peut être une source énorme de créativité. Nos spectacles sont créés par des équipes multidisciplinaires, d'origines multiples. Nos interprètes, la même chose. Et finalement, quand on regarde le résultat, 1 an et demi, 2 ans et demi plus tard, c'est le temps que ça prend pour créer un spectacle du Cirque du Soleil, eh bien, ça donne des spectacles qui se promènent, qui sont aussi populaires au Japon qu'en Amérique du Nord, qu'en Europe, qu'en Amérique latine, qu'au Moyen-Orient même. Alors donc, la diversité est induite dans nos créations et ça nous permet d'être en relation avec 10 millions de spectateurs chaque année partout sur la planète. Alors, mais encore faut-il vouloir créer ensemble. C'est facile au Cirque du Soleil parce que finalement, c'est un travail, c'est un cadre structuré où les gens n'ont pas vraiment le choix que de travailler ensemble vers un objectif commun. Puis il y a un objectif commun qui est de livrer un spectacle. Alors, comment on transpose ça
dans un contexte qui ressemble plus à celui des loisirs ou qui ressemble plus à celui de la TEU, par exemple, où le quartier n'a pas comme objectif d'arriver au même endroit que nous, les gens de la TEU. Alors, donc, c'est un peu à partir de la démarche qu'on a mis en place. La TEU a été créée en 2004. Depuis, on a une fréquentation d'à peu près, on est arrivé à une fréquentation d'à peu près 125 000 personnes par année. Et c'est un travail qui ressemble beaucoup, ce travail-là, dans la communauté travail. C'est, dans le fond, une entente de partenariat qu'on a avec la Ville de Montréal et on agit comme maison de la culture dans le quartier Saint-Michel. Alors, une maison de la culture moyenne à Montréal, ça ne disait pas moyenne, celles qui réussissent bien, c'est à peu près 25 000 personnes par année. Et puis, à la TEU, on a 125 000 personnes par année. Alors, pourquoi? D'où ça vient? Et en plus, c'est d'une grande diversité. On a atteint au fil des ans une fréquentation d'une grande diversité, alors que nos institutions culturelles québécoises se demandent, et même canadiennes. J'étais au Congrès des musées canadiens récemment, qui se demandaient comment on invite, comment on fait venir nos nouveaux arrivants dans nos institutions. Puis c'est pas nécessairement en faisant des expositions, par exemple, l'exposition Bottero qu'il y a eu à un moment donné ici. Ça ne veut pas dire qu'il y avait plein de Colombiens qui venaient au musée. Alors, il faut aller un petit peu plus loin que ça. C'est un peu ça dont je vais témoigner. Dans le fond, puis ça me ramène à des choses extrêmement basiques, on pourrait dire en français. On parle d'être humain en relation. Dans le fond, si on veut être inclusif ou si on veut aller chercher ou que les gens viennent vers nous, il faut d'abord aller vers eux. C'est-à-dire que ces communautés-là, il faut les rencontrer, s'intéresser à eux dans leur lieu, dans leur réalité, pour qu'éventuellement l'intérêt d'une fréquentation réciproque se développe. Donc, il faut entrer en relation, parce que dans le fond, c'est les relations. On a la même approche, par exemple, en philanthropie. Nous, au cirque, on ne fait pas de la philanthropie. On pense que la philanthropie, c'est plutôt le maintien d'un statu quo. Ça ne change pas grand monde d'écrire un chèque. Moi, j'ai 50 personnes dans mon service. Si on investit 1 % de nos revenus annuels bruts en actions sociales et culturelles, eh bien, je pourrais avoir une secrétaire puis faire des chèques. Moi, je ne changerais pas, puis mes bénéficiaires non plus ne changeraient pas. Il y aurait un peu plus d'argent pour fonctionner. On a choisi, il y a déjà plusieurs années, déjà près de 15 ans, d'avoir une approche, un paradigme beaucoup plus de changement social. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'avoir des équipes qui sont sur le terrain, qui travaillent directement avec les gens qui sont sur le terrain. Et à force d'établir des relations, se développe, dans le fond, premièrement, on découvre, on connaît, on comprend, la tolérance là, se développe, le respect, même des affinités se développent, des intérêts communs. Puis on découvre aussi la richesse des différences. Donc, ça mène vers la solidarité. C'est des relations qui nous changent les deux. Hein? C'est comme en philanthropie, il ne faut pas seulement que les pauvres qui ont besoin de changer, les riches aussi doivent changer. Donc, c'est en étant en relation que les uns et les autres peuvent évoluer. Ça a l'air simple à dire, ça devrait être facile. Mais finalement, ça veut dire quoi dans le quotidien? Ça veut dire donner la parole. Hein? Ça veut dire écouter. Ça veut dire se laisser influencer, mon Dieu Seigneur. Se laisser influencer. S'entourer de la différence. Hein? Notre premier réflexe, en fait, qu'est-ce que c'est dans la vie? C'est de s'entourer de gens qui nous ressemblent, d'aller vers les gens qui nous ressemblent. Alors, ce n'est pas nécessairement la voie royale pour la diversité. Non, au contraire, il faut s'entourer de gens autour de nous qui sont différents. Partager le pouvoir avec eux et puis prendre des risques, donner le droit de se tromper, se donner de l'expertise au cirque, par exemple, à un moment donné, parce que nos artistes qui sont jeunes vivent ensemble en tournée. Alors,
les valeurs, par exemple, de comment on élève une famille, comment les relations entre le père, la mère, les enfants se développent dans une famille, sont très différentes d'une culture à l'autre. Et ça a créé des problèmes, non de travail, mais finalement de cohabitation, parce que de certains groupes avaient de la difficulté à accepter le comportement de certains autres groupes. Donc, nous, on a travaillé, surtout dans les premières années où on se faisait les dents un peu sur ces questions de diversité et d'identité. On a travaillé avec l'Université de Sherbrooke où il y a une équipe qui travaille spécifiquement sur les relations interculturelles. Alors, c'est un exemple, mais c'est sûr que de l'expertise, de l'accompagnement, c'est pas à négliger dans des situations qui, finalement, sont pas nécessairement complexes, mais qui viennent toucher des choses qui sont profondes. Ça, c'est au niveau de l'attitude personnelle. Dans l'organisation, à l'ATU, ce qu'on a fait aussi pour vraiment aller plus loin, c'est tout le personnel qui est en contact avec le public, c'est-à-dire l'accueil, la billetterie, les placiers, c'est une salle de spectacle, il y a une salle de spectacle à l'ATU, une salle d'exposition, sont des gens du quartier de Saint-Michel. Alors, quand les gens de Saint-Michel rentrent à l'ATU, ils voient le cousin de la voisine, ils voient les jeunes du quartier, puis ils sont bien contents de les voir là parce qu'ils ne sont pas dans la rue pendant ce temps-là. Alors, donc, déjà là, on crée un contact très différent et les communautés ne se sentent pas nécessairement concernées par les institutions. Je parle des institutions québécoises dans le cas qui m'occupe, mais ça se transpose à toutes les situations. Donc, ils se reconnaissent dès l'entrée. Ça nous a obligés de changer une ressource en ressources humaines pour un travailleur social. Parce que les habitudes de travail, la façon de se comporter au lieu de travail, la réceptionniste arrivait avec son bébé, avec sa mère, et puis s'installait à la réception. Bon, alors il a fallu gérer ça, là, parce que les cadres de l'ATU, l'équipe de direction avait de la difficulté. Pour l'équipe de direction, on a engagé un psychologue. Alors, donc, on avait notre travailleur social qui travaillait avec les jeunes sur le plancher et puis la psychologue qui travaillait avec les cadres à l'étage pour essayer bon. Alors, ça montre que ce n'est pas évident au quotidien et qu'on a besoin d'aide pour faire ça. Au niveau de la programmation, mais là, tout est possible, évidemment. Donc, des programmations, il y en a en culture puis en loisirs. Il y en a dans toutes les cultures du monde. Toutes les cultures du monde ont leur temps de loisir, l'occupent d'une certaine façon, ont leur production, leur création artistique. Mais ce n'est pas simplement de l'afficher comme activité, c'est d'aller s'asseoir avec les groupes, parce que souvent, ce sont des groupes assez organisés entre eux, qui ne se parlent pas beaucoup d'un à l'autre d'ailleurs, d'aller les voir puis de concerter la programmation. Et là, on fait un pas de plus. C'est une chose d'avoir une affiche d'un artiste de hip-hop, puis c'est une autre chose que de s'asseoir avec une gang de jeunes et de dire qu'est-ce que vous aimeriez comme programmation hip-hop à l'ATU. Alors, donc, à la programmation, puis vous en faites de la programmation, ce n'est que ça, les loisirs, c'est de programmer du temps de loisirs. Donc, le processus d'élaborer la programmation peut vraiment aider. Au niveau de la gouvernance, non, mais là, l'ATU prouve une chose hors de tout doute. C'est évident qu'il faut que tout ça soit dans un processus d'appropriation par les communautés. Il faut que les ressources soient croissantes. Ça prendrait une couple de ministres ici, là. Mais il faut que les ressources s'accroissent dans les réseaux associatifs, dans les organisations qui sont sur le terrain, et je pense que les administrations publiques devraient se garder plutôt un rôle de ne pas être des opérateurs loin de là, mais plutôt un rôle stratégique de réseau, d'expertise, d'accompagnement, de financement, donner les ressources. L'exemple des maisons de la culture, par exemple. Une maison de la culture à Montréal, ça coûte à peu près 4 millions par année. Il y a 25 000 personnes qui viennent, et puis finalement, c'est à peu près toujours les mêmes. Parce que ce serait impossible, dans le fond,
pour une maison de la culture. Premièrement, d'embaucher des gens du quartier. Hein? Il y a un contexte structuré de travail qui fait que l'administration publique n'est pas capable de faire des gestes aussi simples que ceux-là. Ensuite, évidemment, sortir de la maison de la culture puis aller se promener dans le quartier. À l'ATU, on a une artiste médiatrice qui est une artiste professionnelle depuis 20 ans, qui a fait du cirque, qui a fait de la danse, qui a fait du théâtre. Elle se promène dans le quartier, elle va voir les artistes, les créateurs, les associations dans le quartier. Maintenant, Patricia, c'est une Vénézuélienne qui vit au Québec depuis 20 ans, elle se promène dans le quartier Saint-Michel, puis les jeunes, ils crient son nom bord en bord de la rue, là. Hein? Alors, donc, il y a un lien qui a été créé là, qui serait très difficile, finalement, de développer dans le cadre d'une administration publique. Alors que, et finalement, on voit les résultats, 125 000 personnes versus 25 000, du personnel du quartier, une fréquentation des gens du quartier. Je pense que ça parle de soi-même. Mais, finalement, à la fin de la journée, de quoi on parle? Entrer en relation, ça nous oblige à changer. S'ouvrir vers d'autres cultures, ça nous demande de changer. Donc, on parle de changement. Et puis, finalement, tout le monde, le soir, quand il va se coucher, veut changer. On veut tout changer le soir en se couchant. Mais le matin, quand on se lève, on n'a vraiment pas le temps de changer. Merci. Merci, M. Morancy. On reparlera certainement de la question culturelle tout à l'heure avec Mme Chartré. C'est une question très importante, naturellement, que vous avez soulevée. Mais entre-temps, nous allons passer aussi à quelque chose d'aussi sérieux que le Cirque du Soleil, à savoir le YMCA du Grand Toronto, où je suis convaincu que M. Aldan saura nous convaincre de l'importance du YMCA pour le développement des liens sociaux, pour le développement du leadership, pour le développement de la sentiment d'appartenance et pour le développement de chacun des participants de son YMCA. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici avec vous à la Ville de Québec, de célébrer les 400 années de l'histoire de la ville et aussi de pratiquer un peu mon français. Vous allez être très heureux d'attendre que je ne vais pas pratiquer mon français par faire la présentation en français. It'll be much more comfortable for both me and you if I speak in English during this presentation. It's also it's great to share the stage with Monsieur Morancy from Cirque du Soleil, une des plus importantes contributions de Québec à le monde. Merci. I'd like to approach the topic of pluralism, identity, and solidarity from the perspective of the YMCA of Greater Toronto, one of Canada's oldest and most diverse charities. In our YMCA, we've been committed to the idea and the work related to diversity and social inclusion for some time now. We approach this work from three directions. First of all, the self. When you talk about diversity, it must begin with your own attitudes towards others, the organization in which we work, and finally the society in which we work. I'm going to talk a little bit about myself to give you an idea of my social location, which is a concept that's important as a starting point in diversity. I'll also talk to you about the Greater Toronto Area, one of the world's most diverse places, to give you an idea of the societal context within which we're working. And I'm going to tell some stories. One of our traditions in the YMCA is to remind ourselves of why we're doing this work by telling stories. And these stories will highlight some of the issues of importance related to leisure, solidarity, and identity. We've been doing a lot of thinking in the last number of years about diversity and social inclusion. And while there's much more work to be done in our organization, in fact, this work never ends, we have found that for our board and our senior staff at the senior levels of our organization,
This thinking, this focus on diversity and social inclusion has changed our organization in a very radical way, and much for the better. You'll notice I don't just talk about diversity, but I talk about diversity and social inclusion. These are two distinct ideas, and both very important. We talk about diversity. When we talk about diversity, we mean that it exists when all individuals and communities, across differences of race and ethnicity, class, image, gender, age, sexual orientation, disability, and religion, all those individuals are able to access and benefit fully from the programs and from employment and volunteerism within our YMCA. We've chosen to focus on 8 different dimensions of diversity. There are many more than that, but we felt that 8 was the most important dimensions we needed to focus on. Social inclusion, on the other hand, exists when all those individuals and communities share power, have a voice, have access to information, and indeed access to decision-making within the organization. It's not just enough to have everyone in the same building. Everyone also must have a seat at the table. And in fact, if people can't find a seat at the table, sometimes it's necessary to design a new table. So a little bit about myself. I actually come from Quebec. I left 15 years ago, hence the need to practice my French again. I grew up in a suburb of Montreal, in a community at this stage in my life, as I look back, that is almost unimaginably homogeneous. In fact, even though I grew up in the province of Quebec, the community that I grew up in everyone there spoke English. We spoke the same language in many more ways than one. We, in fact, it felt when I was growing up that we lived the same kinds of lives. Our houses, our cars, our incomes, our ethnic backgrounds were all pretty much the same. In fact, as I recall, the only social cleavage that I can remember was Catholic and Protestant, and that was only on Sunday mornings. Other than that, it seemed like everybody was exactly the same. The kids went to the same schools, the moms did the same housework and volunteer work, the dads left in the morning to get on the commuter train,